Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Kawasaki GPZ 900R de 1985. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, je teste une machine simplement légendaire. Vous connaissez forcément cette machine, ou du moins vous l'avez forcément au moins vue une fois dans un film bien connu, vu qu'il s'agit de la moto qui a été popularisée par le film Top Gun dans les années 80, et elle est également présente dans le nouveau Top Gun, celui qui est sorti il y a quelques temps. Donc on est sur la Kawasaki GPZ 900R. C'est aussi la première machine qui a eu le nom Ninja. Si je peux vous présenter cette rareté, c'est bien sûr grâce à l'un de mes abonnés. Merci encore à lui d'être venu jusqu'ici avec cette machine de collection afin que je puisse vous la présenter. Donc les amis, comme je vous l'ai dit, cette moto est extrêmement populaire car elle était dans le film Top Gun. Mais franchement, même sans ce film, cette moto a marqué les esprits à son époque. Tout simplement car, comme je vous l'ai dit, c'était la première Ninja. Et à l'époque, c'était tout simplement une des motos les plus performantes, du moins en moto de série homologuée. Donc cette machine est motorisée par un 4 cylindres en ligne de 908 cm3 et cette machine a un moteur donc 16 soupapes à refroidissement liquide qui développe 116 chevaux, et à l'époque c'était juste hallucinant d'avoir une telle puissance sur une machine aussi légère, car à l'époque les motos étaient quand même très lourdes. Celle-ci pèse 243 kg tout plein fait, donc avec 22 litres dans le réservoir, ce qui faisait qu'à l'époque cette moto était considérée comme ayant le gabarit et le poids d'un 750, mais avec la puissance d'un 1100. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est pas vraiment modifié, hein. Je crois que la seule chose qui a été remplacée, c'est l'échappement, et la seule chose qui manque, c'est le support de plaque d'origine. Sinon, la machine est conforme à ce qu'il y avait à l'époque. Alors vous pouvez voir par contre qu'au niveau du coloris, ce n'est pas la même chose que ce qu'il y a dans le film Top Gun. Dans Top Gun, en fait, elle est noire et rouge, alors qu'aujourd'hui, elle est rouge et gris foncé. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient se faire une réplique de la machine du film, il faut savoir qu'à l'époque, pour le film, ils avaient complètement repeint la machine et déciglé celle-ci, car Kawasaki n'avait pas voulu leur donner les machines, ils avaient été obligés de les payer pour le tournage, donc ils avaient décidé de ne pas mettre la marque dessus. Donc même si vous en trouvez une noire et rouge, si vous voulez une réplique totale, il faudra forcément la repeindre. Donc vu que cette machine a le patronyme Ninja, vous pouvez bien sûr comprendre que c'est une moto qui était classée à l'époque comme une sportive. Et très franchement, si on devait sortir cette machine maintenant, elle ne serait plus dans cette catégorie. On la mettrait plutôt dans les sports GT ou dans les roadsters carénés. Cette machine a bien sûr le style des années 80, donc on retrouve un petit peu d'angle saillant. Par exemple, le réservoir est un peu large et la selle également est très large. Donc bien que la machine ne soit pas si haute que ça, eh bien du haut de mon 1m70, j'ai un peu de mal lorsque je m'arrête. Je peux poser les pieds au sol, ça c'est pas le problème, mais j'ai aucune amplitude pour ensuite bouger les jambes. Je suis un peu fixé sur la moto. La position sinon n'est pas trop basculée vers l'avant. Vous voyez qu'on a un guidon type bracelet, mais celui-ci est au-dessus du tête de fourche, il est même bien au-dessus. Donc de nouveau, hein, actuellement, on ne mettrait plus cette moto dans la catégorie des sportives. Là par exemple, vous voyez, je m'arrête, je peux mettre facilement un pied à plat, l'autre pied aussi quasiment à plat, hein. Je suis plutôt bien, mais je suis complètement figé. Je peux quasiment pas bouger les jambes, je peux bouger un peu les pieds. Bon après ça reste quand même bien plus bas hein, qu'une moto moderne. La position de conduite permet si nécessaire de regarder autour de nous et de vérifier les angles morts sans lâcher le guidon. Et vous avez les rétros qui sont pris sur le carénage avant
Après ils sont pas forcément suffisamment écartés, donc j'ai au moins la moitié voire les 2/3 de chaque miroir qui simplement reflètent mes bras et mes coudes. Donc comme je vous l'ai dit, l'échappement a été remplacé sur cette machine, tout simplement car c'est une pièce qui vieillit assez mal. Et maintenant, vous en doutez, près de 40 ans après la commercialisation de cette machine, trouver un échappement d'origine est quasi impossible. Donc là, on a un échappement qui est uniquement du côté droit, mais d'origine, normalement, on a un échappement de chaque côté. En première constatation sur cette première partie en agglomération, la machine est finalement pas vraiment conçue pour ça. Vous voyez qu'on a un indicateur de température pour le liquide de refroidissement et en roulant à faible allure, la moto chauffe assez vite. Bon, je suis loin d'arriver en zone rouge, hein. On est encore dans la zone tout à fait tolérable, mais ça chauffe. Et lorsque j'étais à l'arrêt pendant quelques secondes, tout de suite le moteur me crame les genoux. Cette machine elle chauffe, il faut le garder en tête, hein. Allez, je sors de l'agglomération, j'accélère un peu. Eh bien les amis, ce moteur fonctionne à la perfection. Il monte dans les tours, il n'y a comment dire, vraiment aucun problème. Et vous avez pu voir que les performances sont toujours largement au niveau de ce qu'on pourrait avoir actuellement. D'ailleurs, si on regarde chez Kawasaki, actuellement en 900 cm3, on retrouve des puissances assez similaires à ce que propose cette GPZ 900R qui, je le rappelle, a bientôt 40 ans. Bon, par contre, vous voyez qu'il y a une petite bulle. Pour l'instant, elle n'a pas l'air d'être très efficace. On confirmera ça tout à l'heure sur l'autoroute. Mais là, à faible allure, j'ai pas l'impression d'être mieux protégé que sur un roadster. J'arrive maintenant dans le passage que je prends habituellement à basse vitesse. Donc même chose avec cette machine et on sent que c'est un peu lourd. Franchement, il y a du poids. Et pourtant sur cette machine, ils ont mis des pneus avec des tailles très faibles, ce qui devrait rendre la machine plus manœuvrable, mais comparé à ce qui se fait actuellement, c'est pas du tout comparable en fait. Là c'est beaucoup plus lourd. Sur cette machine à l'avant, donc c'est des tailles de pneus assez inhabituelles. On a du 16 pouces à l'avant en 120 et à l'arrière c'est du 18 pouces en 140. Donc c'est surprenant, mais cette machine extrêmement puissante pour l'époque a maintenant un pneu arrière d'une largeur de 125 actuelle. On est ici bien sûr pour tester l'accélération, donc on va faire ce test avec cette machine. Je rappelle que ce moteur donc développe 115-116 chevaux et que la moto pèse 243 kg. Allez, c'est parti, il n'y a bien sûr aucune aide électronique hein, et le moteur est alimenté par carburateur. Allez, let's go! Vous entendez que ça pétarade à l'échappement avec ce silencieux. Enfin, est-ce qu'on peut réellement appeler ça un silencieux quand il fait une sonorité pareille? De nouveau, c'est très efficace. Je m'attendais à quelque chose de plus brutal. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas accéléré vraiment de manière trop franche. Ici, comme d'habitude, on va vérifier si ça braque bien. Donc, je tourne à fond. Je maintiens la moto droite pour faire exactement le même test qu'avec toutes les autres machines. Hein. Et ça passe. Je ne sors pas de la route. Je finis même pile au milieu de l'autre voie. Allez, on est reparti pour un test d'accélération. Et ensuite, on va se concentrer sur le freinage. Ça freine un peu, frein avant. Alors frein avant il freine hein, mais là c'est vraiment de la technologie d'il y a 40 ans hein. Donc faut tirer assez fort pour réussir à avoir un peu de frein. Vous voyez que sur cette machine c'est du frein à disque aussi bien devant que derrière. Et d'ailleurs les disques sont assez balèzes. On a même l'impression que le disque arrière est aussi grand que celui de l'avant et que c'est presque les mêmes étriers. Ça fonctionne hein, mais une fois de plus hein, ce
qui a vraiment le plus évolué sur les motos, c'est le freinage. Au niveau du moteur, je vous dis, en termes de performance, c'est équivalent à ce qu'il y aurait sur une machine moderne. Le freinage, par contre, ça n'a rien à voir, hein. Les motos modernes freinent beaucoup mieux. Allez, un petit rond-point. Ouais, je suis assez surpris, hein. Je m'attendais à ce que ça se penche beaucoup plus facilement. Et en fait, non. Bon, par contre, le moteur, hein, ça marche bien. Et avec cette cylindrée, on n'est pas non plus contraint de monter extrêmement haut dans les tours pour avoir des performances convenables, hein. Sur cette machine, il y a une boîte 6 rapports, ce qui permet justement de rouler à régime assez faible. Là, vous voyez, je suis à 80, je suis à un peu plus de 3000 tours, donc ça me permet de limiter la consommation. Et même en restant à 3000 tours, hein, j'ai une capacité de relance tout à fait satisfaisante si nécessaire. Bon, sur cette machine, au niveau des commodos, c'est extrêmement simple. On retrouve la même forme un peu carrée, aplatie que sur les autres Kawa de l'époque. Sur la gauche, on a bien sûr tout ce qui gère l'éclairage. On a aussi la tirette du starter. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit, ainsi que le bouton pour allumer l'éclairage, vu que bien sûr ce n'était pas automatisé à l'époque. Le compteur est lui aussi assez simple. On a un compte-tours extrêmement gros. À côté, un compteur un peu plus petit pour la vitesse, qui est gradué jusqu'à 270, ce qui montre un peu les performances de cette machine. Et on a deux cadrans plus petits, un pour la réserve de carburant et l'autre pour la température du liquide de refroidissement. On a même une petite bizarrerie, je pourrais dire. Il y a un bouton Volt Tacho. Ça permet en fait de vérifier la tension de l'alternateur, ou du moins aux bornes de la batterie. C'est assez surprenant. Et vous pouvez voir aussi que sur les voyants, on n'a pas encore les clignotants verts. Là, on a un clignotant de chaque côté et c'est orange. Bien sûr, vu que cette machine est à l'ancienne, sur le côté, vous avez un robinet d'essence qui permet de se mettre en réserve quand nécessaire, et aussi une petite molette pour gérer le ralenti. Alors ici, on va vérifier la souplesse. Tiens, je me mets en 6e, donc je suis en 6e à 1000 tours, à 25 km/h. Et vous voyez, la machine, elle ne bronche pas. Et je peux réaccélérer, ça repart. Bon, bien sûr, hein, je suis en sous-régime, donc j'ai pas de performance, mais ça prouve une fois de plus que même sur les vieilles machines, les 4 cylindres, c'est extrêmement souple. Voilà, je suis redescendu dans les rapports pour avoir un peu de patate. Ah, cette sonorité, elle est vraiment sympa. Et je suis également surpris de la linéarité, de l'efficacité de ce moteur. C'est beaucoup moins brutal que ce qu'on pourrait croire. De nouveau, un passage à basse vitesse. Il ne faut pas hésiter à forcer un peu sur les commandes pour déplacer la machine lorsqu'on est à très basse vitesse. Mais ça se fait. Donc ici, je suis en côte. Je suis à 2500 tours, à 50, j'accélère fort. Et vous voyez que même sans monter dans les tours, ça reprend déjà très bien. Alors, j'arrive maintenant sur un Dodane, je suis à 30 km/h. Alors actuellement, c'est pas trop mal réglé. D'ailleurs, la particularité à l'avant, vous voyez que c'est une fourche classique, mais il y a un système anti-plongée. En fait, lorsque vous freinez fort, ça met une contre-pression dans la fourche afin que celle-ci ne puisse pas trop s'enfoncer vite. À l'arrière, on a un mono-amortisseur et malheureusement, je ne peux pas vous le montrer car il est totalement dissimulé derrière les carénages. J'avoue ne même pas savoir si des réglages sont possibles sur celui-ci. Bon, me voilà dans une succession de virages, voyons comment ça se comporte. Ah, ce moteur est vraiment sympa, la moto donne un peu envie de se pencher, de se déhancher, mais forcément c'est beaucoup plus lourd qu'un équivalent moderne. Et le
freinage n'est pas pour me rassurer. Il faut vraiment tirer très très fort sur celui-ci pour avoir un peu de mordant. Et en plus, vous voyez qu'il n'est pas réglable en écartement. Même chose d'ailleurs pour l'embrayage. Et j'ai oublié de préciser que c'était d'ailleurs un embrayage à commande hydraulique. Bon, si vous avez l'œil, vous voyez que depuis tout à l'heure, la température de liquide de refroidissement évolue beaucoup en fonction du type de terrain que j'utilise. Dès que je roule à très faible allure, ça chauffe tout de suite assez vite. Et à l'inverse, dès que je commence à rouler un peu plus vite, je dirais à partir de 70-80, la température chute instantanément. Allez, on va dépasser. Ah là là, cette sonorité. Avec le temps, on apprend à faire un peu plus confiance à la machine, à s'habituer à ces sensations, à ce sentiment un peu de lourdeur à basse vitesse. Et la moto n'est finalement pas piégeuse. Faut juste se réhabituer à une machine de ce gabarit avec ce genre de comportement, cette taille de pneus. C'est plus vraiment conforme à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Mais c'est pas vraiment problématique, c'est juste une affaire de sensation en fait. On va maintenant passer sur l'autoroute. Allez, il n'y a personne, je m'insère et je double. Et vous l'avez vu, même sans monter dans les tours, j'étais déjà arrivé au max. Finalement, la protection quand on roule vite, elle est un petit peu efficace, mais on a quand même beaucoup d'air qui arrive directement sur le casque. Le carénage, par contre, lui, dévie un peu l'air, j'en ai pas trop sur les jambes. Et j'ai les jambes bien maintenues au chaud par le moteur. Bon, j'ai essayé de faire un test de reprise, là je suis en 6ème, j'accélère à fond. Ouais, franchement, ça marche. Et je suis même pas à exploiter la puissance max du moteur. Bon, allez, sortons de l'autoroute. Vous avez pu voir que cette machine s'en accommode sans difficulté. Et d'avoir roulé un peu vite, j'ai la température qui est redescendue à mort. Concernant l'éclairage, bien sûr c'est une machine ancienne, donc tout est à ampoule. À l'avant on a même dans ce phare rectangulaire une ampoule jaune. Vous avez les gros clignotants orange, ce sont les mêmes devant et derrière. Et à l'arrière un gros feu rectangulaire, lui aussi tout en longueur. Et d'ailleurs je trouve que l'arrière de la machine est un peu similaire à ce qu'on voit sur des machines plus récentes, comme par exemple la gamme ZZR. Personnellement, j'aime bien. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas le support de plaque d'origine. Allez, c'est parti pour une dernière accel. Je le redis encore et encore et encore, ça marche vraiment bien. Après, bien sûr, en termes de freinage et même de stabilité, on se doute bien que c'est pas au niveau de ce qui se fait actuellement, mais ça reste tout à fait acceptable. Maintenant que nous avons vu les aspects dynamiques de cette GPZ 900R, il va falloir qu'on parle des aspects pratiques. Alors, vous avez une selle déjà monobloc, celle-ci peut être retirée, vous arrivez sur un tout petit rangement, mais c'est vraiment minuscule. Et malheureusement, il n'y a pas d'autre rangement sur la machine. Par contre, vous pouvez voir que sur la partie arrière, on a des genres de crochets qui permettent d'installer des tendeurs afin de pouvoir fixer quelque chose sur la selle passager. Et vous avez même un attache-casque de chaque côté.
La selle est suffisamment large pour qu'un passager s'y sente à son aise. Et vous avez même une grosse poignée de maintien. Donc rouler avec un passager n'est pas problématique sur cette machine. En termes de consommation, une fois de plus, c'est une grosse cylindrée ancienne, on pourrait s'attendre à ce que ce soit énorme. Et finalement, le propriétaire me disait qu'avec cette machine, avec une carburation bien réglée et une utilisation normale, on est entre 6,5 litres et 7 litres au 100, ce qui, de nouveau, est tout à fait raisonnable et conforme à ce qu'on aurait sur une machine moderne avec des performances similaires. La différence n'est vraiment pas énorme pour 40 ans d'écart. Donc finalement, cette moto est encore tout à fait utilisable à l'heure actuelle. Ce qui vous en dissuadera très certainement, c'est bien sûr l'entretien et comment dire, le manque de pièces si jamais vous veniez à chuter. Parce que l'entretien courant n'est pas réellement un problème, tout ce qui est mécanique, trouver je veux dire, des plaquettes de frein, de quoi refaire la carburation, ce genre de choses, c'est pas un problème. Par contre, si vous veniez à chuter, trouver des carénages, des pièces de carrosserie, là ça devient vraiment très très compliqué. Et vu que cette moto est entrée au panthéon du cinéma grâce à Top Gun, la valeur d'une machine comme celle-ci est en train d'augmenter. Après, il faut bien garder en tête que la couleur de la moto peut jouer énormément sur le prix de celle-ci. Si vous en avez une noire, une bleue ou une verte, forcément ça n'a pas le même attrait pour le collectionneur qui voudrait avoir la réplique du film que si vous en avez une noire ou une rouge. Actuellement, cette GPZ 900R en bon état se négocie entre 3500 et 8000 euros. Je dirais qu'à 3500, 4000 euros, vous en avez une en bon état, mais vous avez quand même les stigmates de l'âge et un kilométrage assez avancé. Si vous en voulez une qui est en parfait état et peut-être en plus en réplique Top Gun, là il faut s'attendre à monter jusqu'à 7 ou 8000 euros. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette toute première Ninja. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez déjà possédé ce modèle, ou si vous avez des infos à nous partager concernant celle-ci, vous pouvez aussi bien sûr utiliser l'espace commentaire. Je tiens de nouveau à remercier mon abonné qui a fait facilement 2 heures de route pour me ramener cette pièce mythique, une moto de collection que je rêvais de tester depuis que je suis gosse, depuis que j'ai vu pour la première fois Top Gun. Je rappelle aussi que si je peux vous proposer autant de diversité en test, c'est intégralement grâce à mes abonnés. Donc si, comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester, n'hésitez pas à me contacter. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que mon lieu de tournage se situe en Normandie, proche de Rouen. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Pensez également à vous abonner, vu que, comme je vous l'ai dit, je teste très régulièrement des nouvelles machines grâce à mes abonnés. Je vous dis à bientôt et bien à tous. Maintenant que j'ai pu tester la première moto de Maverick, eh bien j'espère qu'un de mes autres abonnés pourra me prêter la deuxième moto, celle qu'on voit dans le deuxième film, dans Top Gun Maverick, vu que sa deuxième machine c'est une Kawasaki H2.